Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Israël intensifie ses frappes sur l'Iran et notamment la capitale, Téhéran, tandis que les gardiens de la révolution affirment avoir touché un pétrolier américain dans le nord du golfe Persique. Les Américains qui ont torpillé et coulé hier un navire iranien, c'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Au moins 87 personnes ont été tuées. Quelle est la stratégie de Washington face à l'Iran? On va en parler avec Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Allemagne. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de vous laisser la parole, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Ce navire iranien coulé par les Américains au large de la côte sud du Sri Lanka. Ça a été annoncé en conférence de presse par le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth. Écoutez le récit de Victor Faubert. L'image a été relayée par le Pentagone. Un navire de guerre est soudainement projeté au-dessus de l'eau par l'impact destructeur d'une torpille. À l'avant du bateau, on peut voir des silhouettes tenter de rejoindre la proue. Le ministère de la Défense américain affirme avoir ciblé un bâtiment iranien au large du Sri Lanka. Hier, dans l'océan Indien, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui se croyait en sécurité dans les eaux internationales. Il a été coulé par une torpille, une mort silencieuse. Le premier navire ennemi coulé par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gardes-côtes sri-lankais ont reçu un appel de détresse quelques minutes plus tard. Et à leur arrivée sur place, ils n'ont trouvé qu'une tache de fioul et des marins en détresse. Le navire avait déjà coulé. Lors d'une opération de recherche et de sauvetage, nous avons secouru un groupe de personnes en mer. Après avoir discuté avec elles, il est apparu clairement qu'elles provenaient d'un navire iranien et qu'elles nécessitaient des soins médicaux urgents. L'appel de détresse provenait de l'Iris Dena, une frégate légère de la marine iranienne mise en service en 2015. Le navire avait été filmé en 2023 dans le port de Rio de Janeiro et avait récemment participé à un exercice militaire en Inde. Sur X, le ministre des Affaires étrangères iranien dénonce un tir sans sommation dans les eaux internationales et menace les États-Unis. Les États-Unis regretteront amèrement le précédent qu'ils ont créé. Les autorités sri-lankaises ont repêché les cadavres de certains marins iraniens. Une partie de l'équipage est toujours portée disparue. Philippe Etienne, est-ce que selon vous, ce navire coulé hier, c'est un point de bascule dans cette guerre ? C'est un acte de guerre dans les eaux internationales. Le secrétaire à la défense, à la guerre, le ministre de la guerre américain ne cache pas dans la déclaration que vous avez passée à l'instant que le fait que ce soit dans les eaux internationales, voilà, c'est ce qu'il voulait faire. Donc on est de nouveau en dehors de toute légalité internationale, mais ça correspond aux déclarations précédentes de ce ministre lundi dernier. Et moi j'interprète cet acte revendiqué, assumé, on dit même la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme la volonté de l'administration américaine de montrer aux dirigeants iraniens qu'ils vont faire tout le nécessaire, y compris évidemment avec Israël, pour que la guerre soit le plus court possible en fait. Ils voudraient accélérer ce qu'ils espèrent à un moment être une capitulation du régime iranien. Les États-Unis, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils en ont connu des guerres. Comment on explique qu'aucun navire ennemi n'ait depuis été torpillé par les Américains ? Bon, ça tient à la nature des guerres. Par exemple, l'invasion de l'Irak ou la reconquête du Koweït pour les deux guerres d'Irak. C'était des guerres essentiellement terrestres avec un appui aérien. Le Vietnam aussi. Maintenant, dans cette guerre, il y a un clair enjeu maritime. D'ailleurs, le président Trump, dès sa première déclaration, avait parlé de la marine iranienne. Il avait dit on va détruire les forces balistiques, c'est-à-dire les missiles, les drones, les lanceurs de missiles. Et on va aussi détruire la marine iranienne. D'abord parce que la marine iranienne peut tirer elle-même des armes contre les forces américaines, mais aussi parce que c'est le détroit d'Ormuz dont on parle. Et donc, j'imagine que là, il y a un objectif stratégique important pour les Américains d'empêcher, en tout cas de priver l'Iran d'un moyen d'intervenir dans cette région pour atteindre des objectifs dans une zone maritime qui est très sensible.
Alors, on l'a appris tout à l'heure, la présence d'aéronefs américains a été autorisée de manière temporaire sur des bases françaises au Moyen-Orient. Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train d'entraîner leurs alliés malgré eux dans cette guerre? Bon, au début, le président de la République l'a clairement dit, il n'y a pas eu de consultation. La question se pose maintenant de la situation où nous sommes. Et la situation où nous sommes, c'est que le régime iranien a décidé d'élargir au maximum le nombre de fronts, y compris en bombardant des pays où, c'est vrai, les Américains ont des militaires, mais qui n'étaient pas dans cette guerre. Et parmi ces pays, il y en a avec lesquels la France est liée par des accords de défense. Il y a aussi des pays, ce sont parfois les mêmes, où la France a elle-même des installations militaires. D'où la décision et l'annonce par la France, il y a quelques jours, avec le Royaume-Uni d'ailleurs et l'Allemagne, que nous adoptons une posture défensive qui vise en particulier à défendre, bien sûr, nos intérêts de sécurité dans la région et nos communautés, mais également à défendre nos alliés, et en particulier plusieurs pays du Golfe. Les Émirats arabes unis sont un cas important parce que nous avons cette base qui a été d'ailleurs attaquée par un drone iranien. Mais le président de la République a aussi cité Chypre, qui a aussi été attaqué, et la Grèce, c'est-à-dire la Méditerranée orientale, vers laquelle est en train de se diriger le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval. Donc la question que vous posez, j'imagine, s'inscrit dans cette posture défensive que la France, avec d'autres, comme le Royaume-Uni, a décidé de prendre. Au sujet des frappes sur l'Iran, est-ce que la logistique est autant assurée par les Américains que par les Israéliens? Quand vous dites la logistique, vous pensez... Les frappes sur l'Iran, qui bombarde le plus l'Iran? Alors, je pense qu'au début, clairement, il y a eu... c'est Israël qui a ouvert les premières frappes avec du renseignement américain. Et depuis, ils se sont partagé le travail. Visiblement, en ayant une décision du président Trump, contrairement à ce qui s'était passé en juin, d'y aller ensemble pour avoir un effet aussi massif que possible. Alors j'imagine qu'ils se partagent les cibles. Et pour avoir un effet aussi massif que possible, à la fois sur les infrastructures militaires, comme au mois de juin, mais aussi sur les infrastructures du pouvoir de la République islamique d'Iran, du régime iranien, notamment les lieux de commandement de la police, les tribunaux, afin de montrer qu'on n'oublie pas le rôle que ces institutions ont joué dans la répression sanglante du peuple iranien. Oui. Après, je ne sais pas exactement quel est le partage des tâches, mais visiblement, il y a un tel partage. Justement, à partir de quel moment les Américains estimeront avoir triomphé dans cette guerre? C'est quoi exactement l'objectif? Alors ça, c'est la vraie question que vous posez. Et ce n'est pas les Américains, c'est un homme, c'est le président Trump. On a vu dans ses déclarations depuis le début qu'il variait quand même. Alors, on peut comprendre que, contrairement à Israël, pour qui les choses sont claires, c'est le changement d'un régime, abattre un régime qui proclame qu'il veut détruire Israël. Mais ce n'est plus si clair. Pour les États-Unis, ça n'a jamais été très clair, en fait, depuis le début. Et le président Trump, à qui reviendra cette décision, se garde sans doute la possibilité de déclarer victoire, en tout cas, quand il décidera d'arrêter les combats, en montrant une série de résultats. Alors, effectivement, il a à plusieurs reprises laissé entendre qu'une victoire pourrait être considérée sans changement de régime. Mais avec d'autres dirigeants au sein du régime iranien, il a toutefois remarqué que beaucoup avaient été tués, pour assumer au sein du régime et de sa poursuite un cours politique différent vis-à-vis d'Israël et des États-Unis. Donc, on voit bien que entre l'objectif de destruction du potentiel nucléaire et du potentiel balistique, c'est-à-dire la capacité de lancer des missiles vers les intérêts américains, vers Israël, même vers l'Europe, parce que ces missiles ont des portées qui vont jusqu'à 2000 km, et l'aide au peuple iranien en tuant les responsables du régime actuel, il y a une série d'objectifs intermédiaires qui pourraient permettre au président Trump, qui n'a aucune envie que cette guerre dure trop longtemps, il en voit les effets dans son opinion. L'opinion américaine
contrairement à l'opinion israélienne. Défavorable. L'opinion israélienne est favorable, l'opinion américaine est défavorable en général à cette guerre, y compris dans la base politique du président Trump. Donc il veut sans doute pouvoir se laisser la possibilité de déclarer une victoire que Israël, son allié dans cette guerre, peut-être trouvera insuffisante. Et justement, est-ce que c'est une bonne idée pour Donald Trump d'entamer une guerre à quelques mois des élections de mi-mandat ? Alors, j'allais dire de façon un peu provocante qu'il faudrait lui poser la question. Je pense Encore faudrait-il qu'il nous laisse lui poser des questions. Je pense que comme... il rencontre volontiers les journalistes. Il répond à tous les journalistes. Mais c'est vrai que la question s'est forcément posée à lui. Parce que lui, quel est son objectif principal en politique américaine ? C'est de gagner, de ne pas perdre ces élections de mi-mandat, qu'il avait perdues en 2018. Je me souviens de la mauvaise humeur où il était à l'époque. J'étais ambassadeur à Washington pendant son premier mandat, et que beaucoup de présidents perdent d'ailleurs. C'est un cycle démocratique qu'on connaît. Or, aujourd'hui, sur les facteurs économiques qui font que les Américains votent surtout, et même sur la politique de l'immigration, après les excès de la police de l'immigration à Minneapolis, qui ont choqué les Américains, même une partie de ceux qui approuvaient la rigueur contre l'immigration illégale de l'administration Trump, c'est vrai que on le voit dans les scrutins actuels, les scrutins partiels, c'est vrai que les républicains ne sont pas du tout en position favorable. Alors là, le président Trump a fait un pari. Parce que finalement, après qu'il ait promis, juré, que, contrairement à ses prédécesseurs, il ne se lancerait pas dans une nouvelle guerre pendant des années et des années. Voilà qu'il commence une nouvelle guerre avec une forte amplitude, mais c'est vrai, pas avec un engagement au sol, et qu'il a ses élections. Donc le pari, c'est que, on revient à la question précédente, il pourra déclarer victoire, quelle que soit l'ampleur de cette victoire, il la définira, et porter ceci au crédit de son action devant le peuple américain, devant les électeurs. Bien entendu, c'est un pari parce qu'il y a des risques, y compris en termes de pertes humaines. Il y a 6 soldats américains ont été tués, en tout cas en 6 jours depuis. Et puis beaucoup de pertes civiles au Liban maintenant, en Iran aussi. Cette affaire de bateau, comment va réagir même le public américain ? Comment est-ce que, d'ailleurs, cela va interagir avec l'opinion publique iranienne ? L'opinion publique iranienne déteste ce régime. En tout cas, une bonne partie d'entre elles. Il ne faut pas croire que tout le peuple iranien est 100% d'accord sur tout. Vous savez, l'Iran est un pays qui a beaucoup de régions, beaucoup d'ethnies, beaucoup de courants, d'ailleurs politiques. Quand c'était une démocratie, il y avait différents courants. Mais enfin, ce peuple, majoritairement, après la répression qu'il lui a appliquée, déteste le régime. Maintenant, comment le peuple iranien va vivre cette guerre si elle se prolonge ? Moi, je ne sais pas. Et puis l'autre risque que le président Trump a pris concerne les retombées de cette guerre sur les conditions économiques, notamment. Et notamment le prix de l'essence à la pompe, qui est un indicateur très important pour les électeurs dans le cadre de la question du pouvoir d'achat, qui est toujours la question fondamentale, et où Donald Trump essaye de prouver aux Américains que lorsqu'ils voteront en novembre, il leur a rendu du pouvoir d'achat. C'est un combat qui n'est pas gagné d'avance, surtout si les conditions de cette guerre rendent plus difficile la situation économique en général, d'où l'attention qu'il porte certainement à l'évolution des marchés énergétiques et des marchés financiers aussi. Est-ce que c'est aussi le nombre de morts du côté américain qui peut déterminer la fin de la guerre ? Oui. Alors, je pense que c'est aussi un paramètre essentiel pour le président américain. Il a dit qu'il y en aurait des morts, qu'il y en aurait sûrement d'autres. Il a pris la précaution de le dire dès le début. Ce que sans doute ses commandants militaires lui avaient dit. La guerre a une telle ampleur, on s'attendait à ces représailles iraniennes. Donc il y en a eu, il n'y en a pas eu autant que dans d'autres conflits précédemment, mais quel que soit le nombre, voir les images de ces cercueils avec le drapeau américain, la bannière étoilée qui revient aux États-Unis, ça évoquera de toute façon des mauvais souvenirs. Donc il a pris cette précaution. Moi, je ne vous dirais pas qu'il y a un seuil, évidemment, de nombre de victimes américaines, mais c'est certainement un des paramètres essentiels pour lui. Est-ce que le président américain a le soutien inconditionnel des républicains ? Je parle de la branche MAGA et de la branche plus traditionnelle des républicains. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs partis dans son électorat.
celui qui l'a porté au pouvoir, qu'il a remis au pouvoir en 2024, il y a effectivement ces deux grandes parties, mais c'est encore un peu plus compliqué que ça, parce que la base MAGA est divisée, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui veulent de toute façon soutenir le président Trump, parce que c'est lui qui porte leur projet, leur espoir. Et même s'ils n'ont pas le sentiment d'être à l'aise, puisque cette branche MAGA était celle qui ne voulait plus de nouvelles guerres à l'étranger, ils vont continuer à le soutenir. Mais ça va aussi dépendre de la question précédente. Quelle durée de la guerre ? Combien de victimes en particulier parmi les soldats américains ? On voit quand même une frange de MAGA qui, dès le début, s'est désolidarisée et dit « non, c'était vraiment pas notre projet, nous exprimons notre désaccord ». Quant aux électeurs républicains modérés et aux électeurs indépendants, parce que vous savez, aux États-Unis, il y a en gros 3 gros tiers, ceux qui se déclarent républicains, ceux qui se déclarent démocrates et ceux qui se déclarent indépendants. Et ce sont ces derniers qui font en fait l'élection. Parce que les autres, leur vote est quasiment acquis. On a vu ces derniers mois le score de popularité du président Trump baisser sensiblement au sein des indépendants. Donc c'est là que se situe l'enjeu des élections. C'est sans doute là que ça va se jouer. D'abord dans les circonscriptions et les États un peu marginaux, enfin marginaux dans le sens où l'équilibre, il y a un équilibre encore entre républicains et démocrates. Donc ces États à la marge qui sont ni totalement républicains ni totalement démocrates. Mais même dans des États très républicains, on a vu récemment des élections partielles au Texas par exemple, qui est alors là complètement républicain, qui ont montré une évolution possible. Donc c'est là où je dis que le pari, mais le président Trump fait des paris, et c'est pas la première fois, le pari est important. Il peut être gagné, il peut être perdu aussi. Vous le disiez, sa base, elle n'est pas forcément interventionniste à Donald Trump. Au contraire. Sa base à Donald Trump ? Elle est anti-interventionniste. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas en train de la fragiliser, justement, avec ce conflit ? Oui, mais c'est là où elle parie. C'est le pari, c'est ça. Vous savez que dans la population américaine, il faut aussi dire ça, il y a ce souvenir, alors pas direct, parce qu'en Iran comme aux États-Unis, les générations ont changé. En Iran, on n'a plus les générations des révolutionnaires de 79, on n'a plus non plus les générations de la guerre lancée par Saddam Hussein contre l'Iran dans les années 80, qui ont défini le pouvoir iranien qu'on voit aujourd'hui. Du côté américain aussi, les gens, évidemment, les électeurs, la plupart d'entre eux n'ont pas connu le début de la révolution iranienne, mais il y a quand même ce souvenir de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran sous Jimmy Carter et de l'échec de la tentative militaire que le président Carter à l'époque avait lancée pour récupérer ses otages. Donc, dans le pari de Donald Trump, ça fait partie aussi sans doute de l'équation. C'est là où il peut retrouver une certaine compréhension d'un certain électorat, même au-delà de sa base, si il arrive, alors dans le meilleur des cas pour lui, à vraiment, comme Israël le souhaite aussi, se débarrasser de ce régime, sans aboutir à une situation de chaos, parce que ça c'est l'autre problème, mais en tout cas montrer qu'il a réussi en quelque sorte à clôturer une longue période de près de 50 ans finalement, en lançant l'Iran d'une manière ou d'une autre sur une autre politique. Donc voilà, on voit assez bien, il y en a sans doute d'autres que je n'ai pas décrits, mais les différents paramètres, en plus ou en moins, qui seront ceux du peuple américain quand il aura décidé, est-ce que finalement, par des bulletins de vote, est-ce que finalement le président Trump a eu raison ou pas ? Que pense de J.D. Vance, le vice-président de cette guerre ? Comment il se positionne ? Est-ce qu'il a son mot à dire d'ailleurs ? Alors dans le système américain, le vice-président, quel que soit le président, a une position très très compliquée parce qu'en fait, il est très haut. D'abord, c'est lui qui succède au président si le président n'est plus en état d'exercer sa fonction. C'est parfois, par ailleurs, le successeur naturel à l'élection suivante, au nom du parti du président. On imagine J.D. Vance dans quelques années. Et donc, on peut imaginer J.D. Vance candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais en même temps, le vice-président n'a pas vraiment de pouvoir en propre, de compétences. Et au début du mandat de Joe Biden, d'ailleurs, Joe Biden avait confié une affaire à sa vice-présidente, Kamala Harris, qui était l'immigration et la frontière.
bien mal leur en a pris, parce que finalement, c'est un des échecs du mandat de Joe Biden qui a permis à Donald Trump de revenir à la Maison-Blanche. Là, de manière assez notable, le président Trump a donné à son vice-président un dossier, lui aussi. C'est la lutte contre les fraudes à la sécurité sociale, notamment au Minnesota, et notamment de la part d'une partie de la population immigrée au Minnesota. On parle de la communauté somalienne, notamment. C'est intéressant aussi par rapport à ce positionnement, parce que vous avez raison de poser la question. Traditionnellement, on dit que J.D. Vance fait partie, parce qu'il a été influencé, il est venu à la politique par cette partie, de l'aile non interventionniste. Et que on dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il ne se sent pas forcément très à l'aise dans ses décisions d'intervenir. Par loyauté, il les soutient, bien sûr. Mais c'est un point où il peut... Je ne suis pas dans sa tête, hein, même si je lui ai parlé quand j'étais ambassadeur, mais c'était une autre époque. On peut imaginer qu'il ne fait pas partie de ceux qui sont tout à fait à l'aise. Par contre, il fait sûrement partie de ceux qui, justement, conseillent le président, parce qu'il y a des enceintes, le Conseil national de sécurité, où il se retrouve, où il a sa voix avec d'autres, pour avoir une guerre aussi victorieuse et aussi courte que possible. En tout cas, même si tous les républicains ne sont pas d'accord avec Donald Trump, il a reçu leur soutien hier au Sénat. Une résolution qui visait à limiter les pouvoirs de Donald Trump en Iran a été rejetée. Elle avait été déposée par le sénateur démocrate Tim Kaine. C'est intéressant parce que en 1973, au vu de l'échec de la guerre du Vietnam, le Congrès américain a réaffirmé ses pouvoirs que la Constitution américaine lui donne. C'est l'article 1 de la Constitution. L'article 2 sur le président, l'exécutif dit que le président est le chef des armées, mais l'article 1 dit que c'est le législatif, le Congrès, qui déclare la guerre. Et les présidents américains, au fil des ans, ont un peu oublié, et là je ne parle pas de Donald Trump, et lancé des opérations militaires sans demander l'accord du Congrès. Donc en 1973, il y a une résolution sur le pouvoir de guerre qui réaffirme ça. Or là, le président Trump a lancé une guerre, on ne peut pas dire que ce n'est pas une guerre, sans aller devant le Congrès. Donc, bien sûr, les démocrates disent à leurs collègues républicains, mais qu'est-ce que vous en pensez quand même ? Les pouvoirs du Congrès, la Constitution américaine ne sont pas respectés. Or, les républicains, eux, même ceux qui seraient d'accord, ils ne peuvent pas vraiment, j'allais dire, aller contre le président Trump dans son dos, en quelque sorte, alors qu'il y a cette guerre, que les boys sont sur le terrain, que les aviateurs américains sont dans les airs, les navires américains sont en mer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pense que ça ne pouvait pas faire l'objet d'un vote critiquant le président américain, parce qu'il y a un réflexe de solidarité naturelle, mais aussi parce que les républicains craignent aussi pour leurs prochaines élections des réactions du président Trump qui n'aime pas qu'on s'oppose à lui et qui parfois suscite des candidatures alternatives aux républicains qui le critiqueraient. Mais globalement, je pense qu'il y a effectivement un sujet constitutionnel américain, en plus du sujet juridique international, et tout le monde en est conscient. Il était aussi allé faire capturer Nicolas Maduro sans demander l'avis du Congrès. Oui, alors là, c'était une opération spéciale, très chirurgicale. Est-ce que c'est une guerre ? Est-ce que c'est pas une guerre ? Mais vous avez raison. Déjà à l'époque, ça fait tellement vite, et c'était il y a quelques semaines seulement, quand l'armée américaine a commencé à bombarder des navires dans la mer des Caraïbes ou dans le Pacifique, certains au Congrès ont commencé à s'émouvoir. Est-ce que cette guerre, finalement, ce n'est pas l'occasion pour les démocrates de gagner des points avant les élections de mi-mandat ? Ça revient à la question précédente. Les démocrates comment ils s'organisent sont eux aussi dans une situation qui n'est pas complètement évidente. On l'a bien vu lors de leur première déclaration. Ils ont centré leur critique sur le non-respect de la Constitution. On vient d'en parler. Ils ont centré leur critique sur le président Trump trahissant ses promesses. Vous aviez dit que vous n'engageriez pas les États-Unis dans des guerres longues de nouveau, c'est ce que vous faites. Ils ont mis en avant des élus démocrates qui ont fait la guerre d'Irak, qui ont fait éventuellement la guerre du Vietnam, s'il y en a encore, et il y en a sans doute quelques-uns. Mais en tout cas, les guerres d'Irak et d'Afghanistan, qui ont combattu dans ces guerres, qui ont été aussi, comme le Vietnam, des échecs.
Mais en même temps, les démocrates sont aussi dans cette position de ne pas pouvoir critiquer, par exemple, ni l'alliance avec Israël pour aller se débarrasser de ces dirigeants d'un régime qui a tué, qui a provoqué des crimes horribles contre le peuple iranien. Et ils ont aussi en tête le contexte historique des relations Iran-États-Unis que je rappelais. Donc je pense que le jeu des démocrates, ce sera de saisir la moindre opportunité, que ce soit les conséquences économiques dont on parlait avant pour les Américains, que ce soit les difficultés que rencontrerait la campagne américano-israélienne. Et on voit qu'elle n'est pas si simple que ça. Pour mettre en difficulté les républicains dans les prochaines élections, mais ils doivent aussi, évidemment, là encore, maintenir une certaine limite par rapport à l'intérêt national des États-Unis au moment où cette guerre est engagée. J'aimerais vous poser une question un petit peu plus personnelle. Vous avez été ambassadeur aux États-Unis entre 2019 et 2023, c'est bien ça, sous l'administration Trump. Oui, et auparavant, j'étais conseiller du président Macron. Voilà. Et c'est en fait ces 2 années entre 2017 et 2019 où j'ai surtout été en contact avec le président Trump et son administration, puisque en fait c'était les premiers contacts entre les deux présidents. Quelle différence vous percevez entre l'administration Trump d'aujourd'hui et celle de 2019 ? Alors, il y a une différence évidente, mais c'est pas original ce que je vais vous dire, tout le monde le dit, mais moi je l'ai vécu. C'est qu'en arrivant au pouvoir après l'élection de 2016, Donald Trump n'était pas préparé et sans le vouloir forcément, il a été entouré par ce qu'on a appelé des adultes dans la pièce, c'est-à-dire des gens de l'establishment, celui-là même qu'il avait critiqué dans sa campagne, mais qui étaient quand même des républicains. Mais il fallait s'entourer. Et qu'il fallait bien nommer, et des gens d'ailleurs extrêmement respectables, comme le secrétaire Mattis, le général Mattis, qui était son premier ministre de la Défense. Donc, cette contrainte, cette fois, il en était tout à fait conscient quand il a refait campagne, quand il a voulu revenir au pouvoir, ce qui n'était pas gagné à l'avance. Il y a réussi. Et il a dit, cette fois-ci, je prendrai le temps de préparer une administration d'où j'aurais exclu tous les éléments qui m'empêcheront de faire mon programme. Et ça, c'est une énorme différence. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne du président Trump a forcément changé. Moi, je retrouve beaucoup de traits que j'ai connus dans à l'époque ce qui se passe actuellement. Simplement, il est beaucoup plus libre et donc il peut être beaucoup plus désinhibé dans toutes ses actions. Mais même les thèmes comme le Groenland, où on a vu des actions, enfin en tout cas des idées très choquantes pour les Européens, il avait commencé à parler du Groenland sous son premier mandat, par exemple. Merci beaucoup Philippe Etienne d'avoir répondu à nos questions.